recevez de partout à travers le monde. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Qui dit vrai, qui reçoit pour vous ce soir le professeur Jean-Claude Chilumbaye. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui ce soir, nous allons aborder quelques sujets d'actualité, entre autres ce renforcement de relations diplomatique entre la RDC et l'État d'Israël. Nous parlerons également du retombé du programme de 100 jours du chef de l'État. Plusieurs personnes contractantes de ce projet ont été mis derrière le barreau. Nous parlerons également au cours de cette émission de la commission d'enquête, bien sûr, mise en place pour suivre les enquêtes du général Delphin Kayimbe. Le reste de ce jour, nous l'aborderons au cours de cette émission. Professeur, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame. Et comment allez-vous et comment se porte déjà votre parti politique, l'UDPS? Non, l'UDPS se porte bien, tout le monde se porte plus ou moins bien. Aujourd'hui, tous les regards sont fixés vers le tractation sur le mandateur public. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS se retrouve par rapport à ces dossiers, ou bien les dossiers se sont bien déroulés et les accords ont été déjà pris? Bon, je ne crois pas qu'il y ait un problème d'accord comme tel. C'est vrai que la gestion des entreprises rentre dans le cadre du programme général du gouvernement et que le gouvernement est formé sur base d'une majorité des coalitions qui est au Parlement, soit le FCC-CACH. C'est dans ce cadre que les négociations doivent être entreprises pour trouver un consensus sur les modalités pratiques de gestion des entreprises. Vous savez, les entreprises, c'est la colonne vertébrale de notre économie. Il est nécessaire que la mise en place du cadre de gestion, plus précisément du personnel, soit étudiée minutieusement. Donc l'UDPS, étant membre de cette coalition gouvernementale, a participé activement aux discussions pour la mise en place de principes qui devraient guider la gestion future des entreprises. Donc aujourd'hui, un accord a été pris par rapport à ça, conformément aussi aux lois de la République? Je n'ai pas personnellement participé aux discussions, ça c'est un fait, c'est que tout accord à trouver ne devrait que s'insérer dans le dispositif légal existant. On ne peut pas aller outre la légalité. Et de ce que je sache, c'est que les négociateurs de la partie cash ont annoncé de manière plus ou moins officielle avoir bouclé les discussions avec ceux du FCC et que éventuellement toute la situation est maintenant soumise à la discrétion du chef de l'État qui au finish c'est lui qui a le droit de nommer et d'apprécier les dossiers qui lui seraient probablement soumis. Donc selon les informations que nous avons de ceux de notre côté qui sont allés discuter, et tout a été bouclé et que le choix reste maintenant au chef de l'État pour devoir mettre en place les comités qui devront gérer les entreprises, y compris les administrateurs. Est-ce qu'il s'agira de toutes les entreprises ou bien quelques entreprises qui ont été mises à part? Il s'agit de quelques entreprises. Vous savez que non seulement que ces entreprises autrefois publiques sont aujourd'hui des sociétés commerciales dans la plupart des cas et qui fonctionnent selon les règles du droit, plus précisément du droit issu de la convention OHADA. Ça signifie qu'il ne sera pas procédé aux désignations et nominations de mandataires comme ce fut le cas autrefois. On devrait notamment tenir compte de la participation de certains privés au capital des entreprises et faire en sorte que la mise en place des dirigeants tienne compte de cette autre réalité. Donc il ne s'agira pas de toutes les entreprises. Et il est ici plus précisément et essentiellement des entreprises qui ont l'État pour seul actionnaire jusqu'ici. Et que les autres entreprises qui connaissent la participation de tiers, notamment les privés et les étrangers, devront suivre un autre processus. C'est comme cela qu'il ne s'agira pas de toutes les entreprises. C'est d'abord une partie sur laquelle l'État a le monopole de gestion jusqu'ici parce qu'étant le seul actionnaire. C'est pas toutes les entreprises. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont derrière le barreau pour la mégestion de ce programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État.
Quel est aujourd'hui le regard que l'UDPS a par rapport à toutes ces personnes et par rapport au retard qu'a accumulé ce programme de chef de l'État? Non, vous savez, le retard, moi je ne peux pas avoir des idées fixistes sur le retard. Il est certes vrai que dans 100 jours, les 100 jours, je l'ai toujours appelé, c'était un délai indicatif, une date indicative. Il n'était pas dit qu'on allait construire des édifices de cette hauteur-là dans 100 jours, c'est 3 mois. Les travaux de 100 jours touchent aussi bien les infrastructures routières que les infrastructures de développement comme les barrages et autres. Ça devrait naturellement aller au-delà de 100 jours, ça c'est une évidence. Alors, nous ne sommes pas, nous, très inquiets du fait que ça ne soit pas fait dans 100 jours, comme on les désigne, mais plutôt, vous devriez constater que l'UDPS est parmi les premières personnes, morales bien sûr, ou les premières sociétés à avoir sonné l'alarme sur le fait qu'elle ne voyait pas clair dans l'évolution de ces travaux. Et que d'abord l'UDPS, le chef de l'État, lui-même a pu descendre sur les lieux pour voir que les choses n'avançaient pas. Et les statistiques données par l'UDPS l'ont été de manière aussi tranchée, parce que c'est ça notre nature comme parti qui prône la démocratie et la transparence dans la gestion. C'est notamment l'UDPS qui avait exigé que les enquêtes soient menées pour que nous voyions clair dans cette affaire de réalisation des travaux de 100 jours. Donc, notre perception et notre exigence est celle-là, que les choses se clarifient. Nous devons savoir qui a fait quoi pour que ces travaux débordent largement les délais envisagés par le chef de l'État lors de lancement de ces travaux. Et de cette façon-là, il est bien juste que certaines personnes qui ont été au contact direct des financements pourvus à cette cause soient entendues par la justice, et qu'il est difficile à ce moment que l'UDPS se positionne en juge pour dire s'ils ont raison ou tort, et il est nécessaire que la justice instruise de manière plus ou moins libre la cause jusqu'à établir des responsabilités définitivement. Ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde qui est impliqué finisse par être touché et que chacun réponde de sa responsabilité, parce que vous savez que les retards pris par les travaux de construction, non seulement que si ça peut révéler qu'ils sont dus au détournement de l'argent, mais aussi que ces retards ont occasionné des préjudices énormes sur nos compatriotes, notamment dans leur déplacement au quotidien. Il est nécessaire que les Congolais se rendent compte quand même au finish de ce qui s'est passé pour que de telles souffrances leur soient imposées dans leur quotidien. Donc, la position de l'UDPS, c'est que justice soit faite. Vous avez vu que même le chef de l'État s'est refusé de voir toute tentative d'interférence dans l'action du juge et des magistrats. Il a laissé faire, et je crois que cette procédure ira jusqu'à la fin pour que lumière soit faite, que les Congolais sachent quand même ce qui s'est passé, et que ceux qui se sont rendus coupables de ce crime, de cette forfaiture, répondent de leurs actes. Monsieur Jean-Claude, on a vu les personnalités morales des entreprises être citées dans ce dossier. Autant de millions de dollars sont volatilisés pour le programme de 100 jours du chef de l'État. Il y a le Safricas qui a 57 millions. Donc autant de millions sont cités et volatilisés comme ça. Et ces personnes sont au niveau de la justice. Et nous avons vu subitement le vice-ministre de la Justice rendre visite à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a cette manière de faire de notre justice, est-ce que ça corrobore avec les instructions ou bien peut-être les normes que devrait suivre notre justice? Bon, est-ce que ça ne risque pas aussi d'influencer? Le geste a été pour le moins intriguant, mais je crois que les Congolais doivent s'habituer avec le fonctionnement régulier des institutions. Le vice-ministre de la Justice, c'est un avocat chevronné qui sait qu'on n'interfère pas dans l'instruction judiciaire lorsque la justice fait son travail. Mais si vous l'avez bien écouté, le vice-ministre de la Justice n'est pas allé en prison
pour entendre les personnes arrêtées et qui sont en train d'être entendues par la justice. Le vice-ministre a justifié sa descente en prison pour notamment 3 raisons principales. Premièrement, il y a eu une alerte, fausse d'ailleurs, que les médias étrangers, des médias très suivis, ont véhiculé selon quoi ces personnes détenues avaient été plutôt libérées sous instruction du chef de l'État et qu'il n'y avait rien en prison, il n'était pas là. Ça jetait de l'opprobre sur le message que le chef de l'État est déterminé de communiquer à notre peuple, mais aussi sur le sacré métier du juge ou de notre justice, que l'on dise, bon, on a arrêté les gens pour faire la publicité et qu'après, on les a libérés. Il était nécessaire que le vice-ministre, ou plutôt le ministre de la Justice, puisse descendre en prison, s'enquérir de cette situation, et qu'il était important que le vice-ministre, en arrivant là, révèle au grand jour que la population qui prenait aussi son message là, vaille que vaille, constate que les prisonniers étaient bel et bien en prison. Ils étaient là. C'était tout à fait normal, à mon avis. Deuxièmement, le vice-ministre est allé donner le contre-témoignage d'une autre réalité, de notre message qu'on a véhiculé, selon lequel ces prisonniers ou ces détenus, pour raison de corruption, feraient l'objet de tortures graves et d'un traitement humiliant et dégradant en prison. Alors, ça a été nécessaire que le vice-ministre, le ministre donc de la Justice, non seulement qu'il est ministre de la Justice et qu'il est la personne indiquée, le responsable des prisons en République démocratique du Congo, puisse s'indigner devant un message du genre que les prisonniers sont torturés dans un pays que le président de la République veut plutôt voir être un état de droit, un état qui communique bien vis-à-vis de l'étranger. Nous sommes un pays parmi les pays qui ont souscrit des grands engagements en matière de droits de l'homme. Nous avons signé une convention aujourd'hui irrévocable de 1984, la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de la torture et de toute autre forme de traitement inhumain et dégradant. C'était absolument nécessaire que le vice-ministre, comme représentant du gouvernement de la République en ce domaine-là, puisse aller aussi en prison, montrer non seulement à notre population, mais aussi à la communauté internationale et aux organismes, plutôt aux organisations de défense des droits de l'homme, qu'il n'y avait rien de tel. Bien évidemment, en s'étant présenté en prison avec caméra, vous avez vu que ces prisonniers, aucun d'eux n'a témoigné qu'il était torturé comme on l'a prétendu, et que ces gens-là aient profité des circonstances pour lancer des messages d'ordre défensif. Ça, c'était de leur part. Le ministre doit avoir fait son travail. Il n'est pas allé interférer dans le sacré métier de la justice, je répète. Troisième élément, c'est un autre message qu'on a véhiculé selon lequel Tshisekedi serait exactement comme les anciens dirigeants. La prison de Makala, non seulement qu'elle ne connaît aucun début de travaux de réfection, mais aussi qu'il n'y avait aucun aliment pour les prisonniers. C'était absolument nécessaire que le gardien des prisonniers, le ministre de la Justice, puisse descendre sur place et là aussi révéler au grand jour et au monde entier qu'il y avait des dépôts pleins de nourriture. Vous avez vu des tas et des tas de sacs de riz et de cartons contenant des aliments divers, mais aussi vous avez vu des travaux en train d'être faits. Voilà les 3 raisons qui ont motivé la descente du ministre de la Justice à cet endroit-là. Et que pour un pays comme le nôtre, qu'un ministre de la Justice se rende dans une institution comme la prison pour voir comment les choses fonctionnent là, ça me paraît plus ou moins juste. On a plutôt péroré sur le fait qu'il n'est allé que pour 3 prisonniers. Mais écoutez, ces messages qu'on a véhiculés notamment par RFI et certains grands médias internationaux n'avaient porté que sur ces 3 prisonniers. On a dit qu'ils n'étaient pas en prison, c'était faux. On a dit qu'ils étaient torturés. C'est pour eux qui devaient se rendre là pour donner le message contraire. Donc, il n'y a vraiment pas eu interférence du ministre
dans l'instruction judiciaire en cours. Bien que, à première vue, même nous qui sommes juristes de profession, nous pouvions peut-être nous indigner de voir le ministre de la Justice autour d'une table avec les prisonniers. Ça ne pouvait un peu que nous indigner, mais les raisons pour lesquelles ce serviteur de l'État s'est rendu à la prison sont des raisons bien justes et justifiées qui ne peuvent pas faire appel à des racontars comme on les entend aujourd'hui. Mais donc quand je bon que cette arrestation se fasse au moins beaucoup plus au niveau de tribunal de commerce. Est-ce que y a quand même une vice de procédure par rapport à cette matière et que du fait que la situation du programme de 100 jours était un fait privé qui n'engageait que le chef de l'État et qu'il y a eu le budget de la République qui s'est invité, certains ont mal interprété ces arrestations de partenaires ou bien des entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur congolais, qui œuvrent sur le sol congolais. Donc pour eux, ils ont vu que ces entrepreneurs ont été mal jugés ou bien maltraités dans le sens qu'il n'a fallu pas que la prison centrale de Makala puisse les accueillir. Il a fallu au moins que cette fois-ci la justice du côté du tribunal de commerce puisse les accueillir et les écouter par rapport aux faits qu'ils ont pu commettre. Est-ce que selon vous, ce genre de réflexion cadre ou bien c'est hors cadre par rapport aux faits mis à leur charge? Non. Le tribunal de commerce, c'est un juge du droit privé. Bien évidemment. Les affaires dont question ici, vous ne pouvez pas dire que c'est des affaires privées du chef de l'État. C'est bien évidemment des affaires publiques, ces affaires de l'État. Mais il y est relevé des faits infractionnels. On soupçonne ces différentes personnalités d'être intervenues dans ce qui est susceptible aujourd'hui d'être qualifié d'un détournement des deniers publics, mais aussi d'abus de confiance, tant aussi de l'escroquerie, parce que c'est la justice qui fait son travail. Nous ne sommes pas là pour définir les infractions contenues dans le comportement de ces investisseurs qui sont tombés dans le filet de cette institution. En fait, lorsqu'il s'agit des infractions, l'instance habilitée est bien le parquet. C'est lui le patron de l'ordre public, c'est lui le patron de la protection de la conscience collective de la société qui a été ébranlée par ce comportement qui communique un mauvais message à d'autres entrepreneurs, une façon de leur dire voici ce que vous ferez lorsque vous recevrez l'argent de l'État pour réaliser des travaux d'intérêt commun. Donc, il y a des soupçons graves qui tendent à l'escroquerie d'un côté, au détournement des deniers publics de l'autre, mais aussi à l'abus de confiance qui sont de faits infractionnels qui doivent être poursuivis par les juges répressifs. Ce n'est pas le tribunal de commerce. C'est vrai que ces personnes qui sont dans la plupart des cas de personnes étrangères n'ont pas d'inquiétude par rapport à la poursuite de la justice sur leur situation, d'autant plus que notre pays ici, c'est un pays qui s'est suffisamment engagé en matière de protection des investissements étrangers. Nous avons en 1970 ratifié la Convention internationale sur le règlement des différends relatifs aux investissements, donc nous sommes affiliés au mécanisme arbitrage du CIRDI, du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Nous avons signé la Convention OADA et différents actes uniformes qui l'accompagnent. Donc, il est de bonne loi que si ces investisseurs étrangers trouveraient que l'instruction telle qu'elle est menée est une manière indirecte de tenter de porter atteinte à leur investissement, ce qu'on appelle en langage technique des expropriations rampantes, il est du bon droit qu'ils peuvent s'adresser à des instances qu'ils jugeraient beaucoup plus ou moins neutres pour que ces instances les départagent avec l'État congolais.
Mais pour le moment, les premiers indices que nous avons penchent vraiment du côté d'un aveu. Vous avez lu la lettre de Jamal, je crois, qui a circulé dans les réseaux sociaux. Il dit avoir reçu l'argent qu'on lui impute. Il dit plus ou moins que les produits qu'il devrait livrer à l'État congolais seraient en route dans différents ports. Donc il est juste que l'État s'indigne des retards que prennent ces activités et qu'il s'interroge sur la volonté réelle de ces individus de rendre service comme ils se sont engagés. Jusque-là, je ne crois pas qu'il y ait un seul abus de droit. Encore que ces personnes arrêtées, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Américain. Vous connaissez les Américains, pour les intérêts de leurs ressortissants, ils ne jouent pas. Vous n'avez pas vu ni l'ambassadeur américain, ni le gouvernement américain s'indigner d'un certain ou d'un quelconque mauvais traitement à l'endroit de leurs compatriotes. Que de l'autre côté, on n'a pas entendu le Liban se plaindre là-dessus, la communauté libanaise. C'est pour dire que jusqu'ici, les choses se déroulent comme elles devraient se dérouler et qu'il est nécessaire de laisser les enquêtes évoluer parce qu'il faut que toutes les ramifications de cette affaire soient retrouvées et que toutes les personnes impliquées puissent répondre devant un juge de leur comportement. Donc jusque-là, je ne vois rien de mal et puis il n'y a pas de plainte du tout sur la manière dont les instructions sont conduites. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit que le chef de l'État est en train de prôner nuit et jour. Et il y a aussi des soupçons tout autour du chef de l'État. L'entourage du chef de l'État est cité aussi dans cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aller dans la logique jusqu'au bout, de voir peut-être les personnes qui entourent le chef de l'État, qui sont citées dans cette affaire, être aussi interpellées? Madame, mais le chef de l'État était premier. Je vous ai dit que l'UDPS était la première institution à exiger que des enquêtes soient menées. C'est pour vous dire, vous savez que dans ce pays, moi j'entends souvent des gens qui vous disent, bon, l'UDPS est un parti de désordre, l'UDPS se comporte comme si elle était dans l'opposition. Non, c'est des prémices sur lesquelles nous avons fondé notre combat qui justifient cela. Souvenez-vous qu'il y a peu, lorsqu'on a proposé de fêter l'an 1 de l'alternance, et qu'un comité avait même présenté un budget qui allait jusqu'à 6 millions de dollars. Ce n'est pas l'ensemble de ce pays qui s'est indigné. Le refus de voir l'argent de l'État être jeté dans un fleuve de champagne alors qu'il y avait des besoins importants de la République venait de l'UDPS. C'est l'UDPS, c'est nous les cadres de l'UDPS, la base de l'UDPS qui avons dit non à cela. C'est pour vous dire que l'UDPS n'a pas de complaisance en cette matière-là. Lorsque nous disons des choses, comme il s'agit de cette question ici, rassurez-vous que l'UDPS veut que la lumière soit faite et que ça monte jusqu'au dernier échelon de l'initiative de détournement et de corruption. Le chef de l'État lui-même a demandé que l'audit soit mené, y compris dans son propre cabinet, et qu'il a dénoncé publiquement les tentatives de manipulation de la justice qui ont été soupçonnées à un moment donné. C'est pour vous dire que le chef de l'État, il a laissé la justice faire. Que la justice fasse son travail, si ça va remonter juste dans l'entourage du chef de l'État, ça ne ferait que le grand bonheur de Congolais qui auront découvert pour la première fois que la justice de leur pays est capable de les protéger, y compris contre ceux qui entourent le chef de l'État. Donc, il n'y a pas de mystère là-dessus. Il n'y aura pas de couverture en faveur de qui que ce soit. Que ceux qui sont arrêtés parce qu'ayant été les destinataires finaux de montants décaissés par l'État, s'ils savent qu'il y a autour du chef de l'État de personnes avec qui ils ont opéré, les dévoilent, les dénoncent. C'est exactement ça le besoin pour lequel l'institution judiciaire a voulu les détenir. C'est aussi pour attendre dès qu'ils dénoncent leurs complices et que l'instruction avance vite pour que le juge soit saisi afin qu'il départage les gens. Donc il n'y a rien à craindre là-dessus, ni l'UDPS, ni le chef de l'État. Personne n'a peur de ce qui adviendrait, même si ça porterait sur
un proche du chef de l'État, il rejoindrait son groupe à la prison et serait jugé avec eux ensemble. Donc l'IDPS n'est pas ce parti qui s'organiserait en syndicat du crime pour protéger des personnes qui ne savent pas respecter le bien public. C'est bien évidemment cela que vous appelez indiscipline des ordres, parce qu'à l'IDPS, nous savons dire non à des choses, même lorsqu'elles sont parmi nous. Individuellement ou collectivement, nous savons dire non à ceci ou cela, y compris lorsqu'on a proposé d'honorer notre propre président, qui est chef de l'État, en lui imprimant un billet. Nous, à l'IDPS, nous avons dit non. Ce n'est pas le PPRD qui a refusé. C'est nous, à l'IDPS, qui avons dit non et à haute voix. C'est pour vous dire que nous n'avons pas été formés dans la complaisance par Etienne Tshisekedi. Nous sommes bien prédisposés à accompagner le président de la République et à servir de garde-fou à tous les égarements qui viendraient de qui que ce soit pour permettre que c'est le pays Congo triomphe. Le 28 février, la RDC a perdu son fils au nom du général Delphin Kayimbi. Donc, il y a déjà une commission mise en place pour suivre les enquêtes parce que selon certaines indiscrétions, il y a la mort de Delphin Kayimbi a été mal interprétée par l'opinion publique et voilà pourquoi on a instruit à ce qu'il y ait la commission pour suivre les enquêtes. Donc il y a déjà le major Marcel Mbang qui est en train de gérer ou bien de suivre, de diriger cette commission. Nous voulons un peu avoir un point de vue venant de l'UDPS par rapport à la mort de ce général. Madame, moi je suis un formateur à l'Académie militaire du Congo, à Kananga. Je comprends ce que c'est qu'un général d'armée parce que les jeunes que nous formons sortent de l'académie avec le grade de sous-lieutenant. De là jusqu'à devenir général, déjà je vois ce qu'ils endurent pour ne fût-ce que sortir de cette académie avec le grade de sous-lieutenant. C'est bien une plaie, ça dérange que le pays perde un officier de ce rang-là, un officier qui a une grande réputation d'être un grand technicien de notre armée. Donc je présente des condoléances à sa famille et puis à nos FARDC qui d'ailleurs ces derniers temps font l'honneur et la grande image de la République démocratique du Congo et du chef de l'État. Je présente donc mes très sincères condoléances à ses familles, les FARDC et sa famille biologique. Je ne souhaite pas, comme je semblais l'entendre, que l'image, le corps et le deuil du général Delphin viennent servir de chantage politique, que ce soit un cadre pour nous politiciens de chercher à exprimer nos rancœurs et ce que nous avons les uns contre les autres, parce que ça va être une manière très mal polie pour un Africain d'honorer son mort. Alors que son âme repose en paix. Et qu'on ne peut pas même accepter qu'un général d'armée meure dans ces conditions-là, ce qui représente une très grande perte pour la République et que l'on soit en train d'utiliser un tel événement pour des objectifs politiques, ce n'est pas acceptable. Donc l'option levée, c'est une option de sagesse. Les officiers militaires qui ont été désignés pour enquêter sur cette question doivent certainement avoir été dotés de moyens sérieux pour élucider les conditions dans lesquelles ce digne fils du pays a péri. Et nous devions attendre que les enquêtes se déroulent et que la commission d'enquête nous révèle les raisons pour lesquelles nous avons perdu un être aussi cher et que nous voyons quoi faire avec. Si c'est causé par des intentions humaines, il sera bien évidemment clair que des sanctions devraient suivre, des sanctions exemplaires. Mais si c'est une mort naturelle, nous dirons merci à Dieu qui a donné et qui a retiré. C'est dans ce cadre que j'imagine que les Congolais, nous tous, nous devrions garder notre sérénité et surtout nous, les politiques, nous devrions éviter de prendre ce dossier comme si c'était l'une des marchandises que nous devons utiliser dans notre profession qui est déjà très mal cotée.
Donc, attendre que la commission fasse son travail en toute sérénité. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, il a souhaité que ces enquêtes aillent vite et le plus vite possible et que les résultats de ces enquêtes soient rapidement révélés aux Congolais pour que nous ayons un cœur net par rapport à ce qui s'est passé. Il faut éviter de marchander l'image du général Delphin Kayimbi, il faut éviter d'en faire un objet de raillerie, un objet de moquerie, y compris contre notre propre gouvernement ou contre notre armée. Donc que sa famille garde toute sérénité, que sa communauté d'origine provinciale, territoriale aussi accompagne le chef de l'État dans l'effort de connaître la vérité. Donc je propose que l'on soit serein, que l'on ne s'évertue pas à trop commenter ce dossier qui est entre les mains de personnes expérimentées pour qu'ils disent ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec le renforcement de relations bilatérales entre la RDC et l'État d'Israël, quel est aujourd'hui l'intérêt que la RDC peut accorder à cette relation? Non, mais c'est un grand intérêt, madame. Vous suivez l'histoire d'Israël, c'est un petit désert qui a été transformé en un grand paradis terrestre parce que l'intelligence humaine s'est exaltée dans ce petit espace de terre et que ce peuple a démontré qu'il avait de très grandes capacités de transformation de la condition humaine, notamment dans le domaine des technologies agricoles. Et ça intéresse le Congo, qui est un pays... on vous dit toujours scandale géologique. Le président de la République a proposé que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Et que cela ne peut se faire que si nous avons accès à des technologies avérées et des technologies modernes qui peuvent nous permettre de transformer ce territoire et de donner la nourriture non seulement à notre peuple, et d'avoir la possibilité d'exporter. Nous sommes un pays qui importe tout. Les guis, les papiers mouchoirs, papier hygiénique, l'arachide, tout. Lorsque vous regardez notre balance commerciale, elle est très inclinée, de sorte que là où nous importons pour 100 milliards de dollars l'an, nous n'exportons que pour 3 milliards l'an. Lorsque la balance commerciale est ainsi inclinée, il est évident que nous ne pouvons nous attendre qu'à l'instabilité du cadre macroéconomique, en commençant par le facteur comme la stabilité monétaire. Donc, Israël a ça, nous en avons besoin. Ce n'est un secret pour personne. Israël a des technologies de pointe dans le domaine notamment sécuritaire. Nous sommes un pays qui souffre de cette autre réalité, la guerre, et ces guerres de faible intensité qu'Israël a si bien maîtrisé. Nous avons besoin aussi de son expertise pour partager cette autre expérience. Il y a bien d'autres choses que ce pays peut partager avec nous, comme vous l'avez appris qu'il est parti d'un désert à un grand exportateur de certains produits et des grands produits des consommateurs. Donc, c'est une relation que nous avons intérêt à privilégier et à affermir. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin d'avoir des barrières. Je vous ai toujours dit que la diplomatie, nous les diplomates de formation, nous les formateurs des diplomates, nous la définissons toujours comme cette science qui permet à un État de s'entourer des relations qui protègent son indépendance. Et que Israël, ce n'est pas n'importe quel pays. Israël a beaucoup d'entrées, a des moyens propres, tels que si nous collaborons dans une grande transparence et dans une relation gagnant-gagnant, nous avons beaucoup d'intérêt à obtenir de cette relation et à exploiter l'intelligence de ce pays-là pour rentabiliser nos potentialités ici que nous avons et faire de ces potentialités de vraies richesses afin que nous sortions de ce marasme et de cette contradiction que nous vivons éternellement. En fait, ici, il y a beaucoup plus de confusion que ce qui devrait être dit en réalité. Nous ne sommes pas allés faire allégeance à Israël. Nous sommes allés nouer un partenariat. Et les méthodes pour le faire diffèrent d'un État à l'autre, d'un chef à l'autre. Nous avons les nôtres et qu'on a besoin que nous respections le principe, notre principe, le principe
de notre diplomatie, cristallisée notamment par la charte du 1er mai 1967, appelée communément le manifeste de Lancellet, lorsqu'on dit l'ouverture au monde sans exclusive. Le chef de l'État n'a pas dit que pour être parti renouer les relations avec Israël, il ne va plus être en relation avec les autres pays. Non, nous serons en relation avec tous les autres États du monde parce que même avec la Palestine, même avec l'Iran, même avec l'Arabie Saoudite, seulement que ces relations doivent être des relations qui ne porteraient que sur une diplomatie licite, pas sur des choses qui ne sont pas commodes et qui ne respecteraient pas la conviction commune de la communauté internationale dans son ensemble. Donc Israël sera un ami, la Palestine ne sera pas un ennemi. Voilà, nous aurons des intérêts qui nous permettraient de collaborer avec la Palestine et ses alliés. Nous avons des intérêts qui nous permettraient de collaborer avec Israël, encore que nous sommes un État laïque et il n'y a pas de limitation à ce que d'autres peuples viennent faire ce qu'Israël pourrait faire avec nous ici. Le rabbin a été invité ici par le président de la République, de la même façon que le président de la République a invité le pape François. Et il n'est pas interdit que les années qui viennent, que l'on invite le Dalai Lama. Nous avons une culture multiforme et diversifiée et que le Congo n'a jamais eu cette vocation à être un État monopolisé ou monopolisable. Et pour preuve, vous l'avez constaté depuis même l'époque du maréchal Mobutu, nous avions opté pour la neutralité. C'est ça, nous ne sommes pas là pour jouer le rôle d'alliance rigide, mais nous avons besoin que tous ces États du monde qui peuvent apporter un plus à nos efforts dans une ambiance d'interchange puissent venir vers nous. Donc il ne faut pas mystifier le fait que nous demandions à Israël de refaire avec nous des relations d'État à État et des relations qui soient fondées sur le respect mutuel. Donc je crois que cette relation apportera un plus par rapport à ce que le professeur vient d'énumérer tout de suite, tout à l'heure là. Mais nous tendons vers la fin de cette émission, professeur, mais nous ne pouvons pas quand même nous séparer sans pourtant que vous apportiez quand même votre analyse critique et objective par rapport à par rapport à l'appel de la SENCO sur la gestion de la chose publique dont il qualifie d'être occulte, de ne pas correspondre aux attentes de la population, la misère continue à gangréner la population, la population qui espérait un changement total mais ne se retrouve pas. Votre analyse critique et objective par rapport à ça? Non, moi je suis un catholique convaincu et convaincant. Je suis un ancien séminariste. Ceux qui ont parlé, c'est les pères de la foi pour moi, les évêques. Je sais respecter leurs propos. C'est des gens qui ne disent pas les choses par complaisance. Les évêques, dans la plupart des cas, c'est des hommes d'abord très instruits, qui n'ont pas trop de problèmes de sentiments. Seulement que j'ai cru comprendre que la manière de le faire n'était peut-être pas, ne découlait pas d'une information juste. Si j'ai bien suivi les pères, évêques, ils ont dit, bon, l'unique action positive du président Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement. Bon, dites-vous que dire que cette action est positive, la gratuité de l'enseignement, mais dire que ça n'avance pas, rien ne bouge, rien ne se fait, c'est quand même excessif. Regardez d'abord les programmes comme les projets comme celui-là, la gratuité. Obama a fait 8 ans au pouvoir aux États-Unis pour un programme similaire, la santé pour tous. Mais lorsque on reconnaît que Tshisekedi a fait ça en une année, ça relève du génie. Il faut louer ça. Ça relève du génie qu'un programme pour lequel Obama, le président des États-Unis, fait 2 mandats. Tshisekedi le réalise, même s'ils disent que ce n'est pas 100%, mais ce que j'ai suivi, c'est que les évêques, les pères évêques ont dit la seule réussite. Donc ils reconnaissent que ça c'est une réussite. Alors ça relève du génie que Tshisekedi l'a fait en une année. En plus, lorsque les évêques dénoncent la corruption, l'opacité, je suis d'accord avec eux. Mais que de dire
c'est le qualificatif du nouveau régime. Là, je ne partage pas. Parce que si vous observez bien, la corruption, c'est dans la nature humaine. On ne peut pas dire parce qu'il y a des gens qui ont été soupçonnés d'avoir corrompu ou d'être corrompus, c'est le régime. Encore que le vocable utilisé, le régime, nous savons ce que ça signifie lorsque ça sort des bouches d'un journaliste de RFI. Hein? Chez eux, le gouvernement de Macron, c'est un gouvernement, alors que les autres sont des régimes pour dire qu'il faut que les choses se fassent de cette façon-là. Non, ça va aller et que c'est la première année du mandat. C'est déjà un grand pas si on dit qu'un programme a réussi. Maintenant, vous avez vu que le président est sur un autre programme au cours de la même année, la santé pour tous. Lorsqu'on dit social, c'est exactement ça le social. Le président a affronté la question du logement, les maisons. Vous avez suivi que l'argent avait été déboursé. Il y a eu des problèmes dans l'exécution par l'entrepreneur qui a eu le marché. Il aborde le problème de la santé. Lorsqu'on dit social, c'est bien évidemment ça le social. J'imagine que les milliers de dollars que les parents allaient larguer dans l'enseignement des bases ont été quand même utilisés pour d'autres besoins de la société. Donc, j'encourage les pères évêques à demeurer vigilants sur la marche du pays. C'est leur droit, c'est leur rôle. En fait, lorsque les valeurs sacrées de la société sont enfreintes, l'Église est attaquée. Ça, c'est une évidence. L'Église a le droit de se défendre. Lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'homme, lorsqu'un gouvernement détourne l'argent public, lorsqu'un gouvernement marginalise des communautés, lorsqu'un gouvernement gère dans l'opacité, l'Église est attaquée. Elle est dans le droit de se défendre. Mais à la prochaine, je souhaiterais que les pères évêques mènent des enquêtes beaucoup plus approfondies et tentent d'éviter de généralisations qui peuvent paraître abusives. Lorsqu'une personne a volé, qu'on ne dise pas le nouveau régime, comme quoi on impliquait tout le monde, que l'on mettait tout le monde en même en scène. Vous savez que des promesses sont faites. Sinon, il n'y aurait même plus d'élections aux États-Unis, il n'y aurait plus d'élections en France et partout là, là où on croit que les choses sont bien gérées. Si chaque fois il y a élection, c'est parce qu'on veut renouveler la gouvernance. On veut que chacun tente de mettre en application ses promesses et ce qu'il conçoit pour le bien-être de la communauté. Les évêques ne peuvent pas dire que c'était la gratuité de l'enseignement qui était la seule réalisation visible. C'est comme s'ils ne se rendent pas compte que dans l'Est, la guerre est bel et bien terminée. Les groupes armés ont disparu. Les quelques poches qui sont là, des résistants, des quelques mafieux qui tentent de nostalgie, qui tentent de faire ce qu'ils font, sont en train d'être contrôlés systématiquement. Je ne déclare pas, je ne suis pas le commandement militaire, c'est pourquoi je le dis avec beaucoup de réserves. Nous attendons que le commandement militaire vienne nous dire le travail est fait, c'est fini. Mais nous suivons au quotidien ce qui se passe, madame. Les groupes armés sont défaits. Et tous les aventuriers qui avaient fait de l'Est du pays un foyer anarchique sont aujourd'hui en débandade. Et ça, ce n'est pas visible que ce soit un homme d'État qui le fait en une année de mandat et que l'on n'apprécie pas qu'on dise, bon, écoutez, il n'a rien fait en dehors de la gratuité de l'enseignement. Non, c'est vrai que les pères évêques ne sont pas en politique pratique, en politique active. Il est difficile qu'ils aient toutes les bonnes informations de la manière dont le pays est conduit. Mais moi, je rappelle qu'ils ont parfois raison de voir que ça ne bouge pas parce que Tshisekedi a hérité d'un enfer. C'est comme ça que même lorsque ça change un peu là, ça ne se sent pas. Le fait que Tshisekedi ait relaxé ce pays de l'étranglement qu'il subissait au plan diplomatique en une année, ce n'est pas une mince affaire. Et qu'aujourd'hui, nous avons relancé de relations avec lesquelles nous allons faire l'avenir de ce peuple. Ça, c'est très intéressant. Et que le bilan, moi, je le présente pour un bilan très positif. Je suis conscient des ratés sur lesquels on ne tardera pas à adopter de nouvelles mesures. Le président de la République l'a annoncé et l'agence de lutte contre la corruption va être très rapidement lancée pour que tous ces gens qui croient que le bien public, c'est un foyer, une kermesse, se rendent compte qu'il faut respecter ce qui appartient au grand nombre. Donc,
le pays sera construit, comme on l'a dit ici, Rome n'a pas été construit en un seul jour. C'est seulement avec la Coupe du Monde que la ville de Rome s'est dotée de son premier métro, une ville millénaire. Et que nous, lorsqu'on dit on fait des sauts de mouton, on en fait un problème. C'est ce qu'il dit, le même, s'il fait sans promettre, on dit non, non, il fait dans l'impréparation. Lorsqu'il se réveille, il dit construisons des sauts de mouton, on dit non, c'est dans l'impréparation. S'il promet sans commencer, non, lui promet trop, il ne fait pas. Voilà un peu comment c'est difficile de gérer. Bon, c'est le droit d'un peuple de toujours être insatisfait et d'être exigeant. Je demande au peuple congolais d'être le plus exigeant possible vis-à-vis du président Tshisekedi pour le pousser à faire davantage et à mieux faire. Il ne faut pas que le peuple croise les bras. Moi, ça ne me branle pas lorsque les gens disent qu'il n'a pas trop fait. C'est tout à fait normal. C'est pour nous inciter à faire davantage, à rencontrer les intérêts de notre peuple. C'est ça le devoir que le président de la République s'est assigné. Je crois que le professeur a pisé toute la matière dont on a pu quand même... J'ai répondu, madame, aux préoccupations que vous avez exprimées. C'est vous qui les avez. En tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, je dis à nos téléspectateurs, merci à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Nous avons reçu sur ce plateau le professeur Jean-Claude Tshilombayi, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci et à la prochaine. Au revoir.